Le saviez-vous? Le saviez-vous? Avant ce chef-d'œuvre interplanétaire qu'est le film Cats, basé sur la comédie musicale du même nom, un dessin animé avait été prévu par le studio Imlimation. Le studio à l'origine de Balto, mais qui a fini par couler vers ma vidéo dessus. Plusieurs concept arts avaient ainsi déjà été réalisés dans les années 90. Concept art montrant que le film aurait dû se dérouler en plein Londres, et ce, avec de vrais chats. Mais pourquoi ils ont pas fait ça? Devant être produit par Steven Spielberg, le dessin animé ne vit cependant jamais le jour. Ce de par l'échec commercial donc de Balto en 1995. Un échec ayant en effet entraîné l'effondrement du studio qui dut fermer ses portes 2 ans plus tard en 1997. Le projet de Cats en dessin animé ayant été enterré du même coup. Il faudra ainsi attendre près de 16 ans en 2013 pour que le projet renaisse de ses cendres. Mais cette fois-ci non pas pour un dessin animé, mais pour un film. Projet qui sera finalement abouti en 2019 avec l'œuvre artistique que nous connaissons aujourd'hui. Le saviez-vous? Le 11 juillet 1861, le professeur Thaddeus Lowe offra une démonstration d'un vol de ballon au-dessus de la Maison Blanche. Ce pour prouver son intérêt au président Lincoln. Prénommé le Enterprise, oui, ce dernier s'éleva à près de 152 mètres de hauteur. 152 mètres de hauteur, desquels Lowe envoya un télégraphe à Lincoln disant « J'ai le plaisir de vous envoyer cette première dépêche jamais télégraphiée depuis une station aérienne. » Convaincu de leur intérêt, Lincoln permit ainsi la création d'un corps de ballon dans l'armée de l'Union. Son but était de donner une surveillance aérienne aux troupes tout en ayant l'avantage d'être hors de portée du feu ennemi, comme par exemple à la bataille de Seven Pines où un ballon réussit à avertir les troupes de l'Union au sol qu'une attaque confédérée allait avoir lieu. Mais n'ayant eu que peu de succès signifiant, le corps sera dissous au bout de seulement 2 ans, en 1863, ce avant même la fin de la guerre. Mais la première utilisation d'un ballon dans une bataille est en réalité bien plus vieille que cela. Ce de quasiment un siècle. Et oui, le saviez-vous? La bataille de Fleurus, ayant eu lieu le 26 juin 1794, opposant l'armée révolutionnaire française aux forces de la première coalition, fut la première bataille de l'histoire à faire l'utilisation d'un ballon. Une invention des frères Montgolfière qui n'avaient alors qu'une dizaine d'années au compteur. Pouvant emmener 2 hommes jusqu'à 500 mètres d'altitude, ce ballon avait été utilisé à des fins d'observation par le capitaine Jean-Marie Coussel de la compagnie d'Aérostiers. La première unité aérienne au monde créée seulement 2 mois avant, le 2 avril. À plusieurs centaines de mètres de hauteur, ce dernier, en compagnie d'un officier, observa ainsi la bataille. Bataille qui fut d'ailleurs gagnée par l'armée révolutionnaire française. Le ballon n'ayant probablement pas manqué de faire baisser le moral des troupes coalisées. Concernant la transmission d'informations pour les troupes situées au sol, ici évidemment pas de télégraphe, mais des pavillons du code de signalisation maritime qui étaient agités dans les airs pour donner des informations basiques. À défaut de cela, on utilisait aussi des feuilles en papier à noter qui étaient transmises au sol via un sac en cuir que l'on faisait glisser le long d'un câble. Le saviez-vous? C'est grâce au chemin de fer que l'on a aujourd'hui une heure uniformisée dans toute la France. En effet, avant cela, les villes avaient leur propre système d'heure locale, qui variait d'une ville à l'autre selon leur position géographique. Mais, au XIXe siècle, face au développement du chemin de fer, il fut rapidement démontré qu'il était impossible de régler l'horaire des trains à ces heures locales. Ainsi, pour éviter les retards, les risques d'accident et favoriser le bon fonctionnement du chemin de fer, les trains s'alignèrent sur l'heure de Paris. Chose qui poussa peu à peu les villes à adopter progressivement le double affichage horaire, avec un horaire local affiché à côté de l'horaire de Paris. Finalement, l'uniformisation de l'heure sera adoptée sur l'ensemble du territoire national, ce via la loi du 14 mars 1891 qui fixera l'heure légale en France métropolitaine et en Algérie à l'heure du temps moyen de Paris. Le saviez-vous? Les dinophytes sont des micro-organismes aquatiques faisant partie du plancton qui fabriquent de la lumière par bioluminescence, chaque micro-organisme produisant des flashs de 100 millisecondes. Chose qui provoque, quand ceux-ci sont rassemblés par plusieurs centaines de milliers par litre d'eau, des vagues scintillant de bleu. Un bleu particulièrement visible la nuit, donnant un paysage quasi irréel digne d'un film ou d'un jeu vidéo. Selon les chercheurs de l'Institut océanographique de San Diego, on ignore encore pourquoi ces rassemblements de milliards de dinophytes se forment. Mais ça serait peut-être sous l'effet d'un équilibre idéal entre la température de l'eau et la vitesse du vent. Leur arrivée reste donc pour le moment impossible à prévoir. Mais néanmoins, quelques endroits semblent revenir souvent. La baie de San Diego aux États-Unis, les plages près de Sydney en Australie, les îles de Vadu, Ragali et Mudodo aux Maldives, quelle prononciation, la baie de Laguna Grande à Porto Rico,
et enfin Knock en Belgique. Le saviez-vous? Le Vimel, pour Victory Mail, était un procédé qui fut développé durant la Seconde Guerre mondiale par l'armée américaine afin de pouvoir transférer les courriers des soldats situés à l'étranger à moindre coût. Pour ce faire, leur courrier était en fait ouvert puis photographié sur une pellicule de 16 mm avant d'être réimprimé sur papier à leur arrivée à destination, permettant ainsi de passer de 37 sacs de courrier, habituellement nécessaires pour transporter 150 000 lettres d'une page, à seulement un seul. Le poids dans cet exemple passant ainsi de plus de 1168 kg à seulement une vingtaine. Et en plus de ce gain de poids, il y avait un double avantage pour l'armée, car cela lui permettait d'instaurer une censure postale, et aussi du même coup de contourner toute tentative d'écriture à l'encre invisible par courrier, car celle-ci ne pouvait évidemment pas être photocopiée. Le saviez-vous? La première apparition de Sonic dans un jeu vidéo n'est pas dans le jeu Sonic the Hedgehog sorti le 23 juin 1991. Et non, puisqu'il apparut en réalité pour la toute première fois dans le jeu Rad Mobile, un jeu d'arcade de course sorti 5 mois avant, en février de la même année. Une apparition qui se fit sous la forme d'un diffuseur de parfum qui était accroché au rétroviseur de la voiture. Un clin d'œil donc au jeu Sonic qui était alors en développement et qui était prévu pour être la nouvelle mascotte de la firme en concurrence directe avec Mario. Celui-ci ayant été ajouté dans Rad Mobile pour commencer à rendre le personnage visible au public. Le saviez-vous? Le masque jetable est un algorithme de cryptographie inventé par Gilbert Vernam en 1917. Aussi prénommé le chiffre Vernam, son nom de masque jetable est en fait donné pour souligner le fait que la clé permettant de déchiffrer le message doit être à usage unique, et accessoirement n'être connue seulement que des parties souhaitant communiquer entre elles. Historiquement, elle fut par exemple utilisée par Che Guevara pour communiquer avec Fidel Castro. Le saviez-vous? Le chien de race des Épagnols King Charles et des cavaliers King Charles doit en fait son nom au roi Charles II d'Angleterre. Fou de ces Épagnols nains qui le suivaient partout, y compris au Parlement, ces derniers eurent une telle popularité qu'on les retrouva peints dans de nombreux tableaux de la famille royale du XVIIe siècle. Famille royale de laquelle ils étaient d'ailleurs déjà bien appréciés depuis son grand-père Jacques VI, enfin Jacques Ier. De notoriété publique que Charles II adorait ses chiens, ces derniers furent ainsi nommés King Charles ou Roi Charles en son honneur. Mais me direz-vous, pourquoi les chiens sur ces tableaux n'ont pas vraiment l'air de ressembler au King Charles d'aujourd'hui? Eh bien, c'est parce qu'au début du XXe siècle, pour suivre la mode des carlins et des pékinois qui avaient le museau plat et qui étaient alors populaires, les éleveurs d'épagnols créèrent une race au nez plus court, ce en contraste avec les King Charles que l'on retrouve sur les tableaux du XVIIe siècle, dits de type ancien, avec le museau plus long et le crâne moins arrondi. Une nouvelle race au museau plus court donc qui fut officiellement reconnue dans les années 20 en Grande-Bretagne. Le saviez-vous? Le mot sopalin est en fait une marque déposée, ceux de la Société du papier-linge, une société française qui avait déposé ce nom en 1946 d'après ses initiales. Sopalin. Malgré le succès du mot et son utilisation dans la vie courante, ce dernier reste cependant bel et bien une marque que ses concurrents ne peuvent utiliser, le mot à employer étant essuie-tout. C'est donc pour cela que vous ne verrez jamais le mot sopalin employé dans des films ou dans des pubs. Comme quoi,